Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entrepreneurs de Bordeaux et de sa région. Je suis Théo Robache, formateur à la prise de parole en public et entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Chefs d'entreprise, artistes sportifs, mes invités créent, suivent leurs rêves et vivent la vie qu'ils ont choisie. Je m'intéresse à leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, pour vous transmettre cette envie d'entreprendre et de mener une vie qui vous inspire, dans laquelle vous allez vous éclater. Avant de commencer, je souhaite vous parler de l'agence Pertinence. C'est la Dream Team dont vous avez besoin pour développer votre marque, appuyer votre visibilité sur le digital ou encore déléguer votre marketing. Leur talent, c'est d'amener votre entreprise là où elle doit être et elles le font avec brio. Notre point commun, c'est d'accompagner le développement des entrepreneurs et de le faire avec une énergie débordante. Alors allez toquer chez Pertinence de ma part et vous serez reçu par une équipe pleine de peps qui vous conseillera en visant juste pour développer votre activité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Jedet, pilote et entraîneur de pilote automobile. Julien est un passionné d'automobile depuis son plus jeune âge, c'est 3 ans pour être tout à fait précis, date à laquelle il jouait avec les majorettes offertes de son grand-père et coach aujourd'hui des pilotes de haut niveau. Lui-même sportif de haut niveau, il accompagne depuis plusieurs années d'autres pilotes en alliant préparation mentale, physique et pratique. Un beau mélange que l'on retrouve au sein de l'atelier de la performance, créé en 2018 avec Benjamin Agnolga, préparateur physique. On aborde sa passion pour le milieu, le chemin qu'il s'est lui-même tracé, ses apprentissages perpétuels de mécanique et des capacités humaines quasiment infinies et ses meilleurs souvenirs sur circuit. Et avant de vous laisser écouter cet échange passionnant, je vous invite à mettre 5 étoiles sur iTunes, à vous abonner au Pompon, puis à liker, commenter et partager les posts du Pompon afin qu'ils soient connus par le plus grand nombre. Le message étant passé, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Julien Jedet, j'ai 42 ans, je suis originaire de Bordeaux et donc je travaille principalement sur Bordeaux, mais je me déplace aussi beaucoup par mon activité. Ouais. Toujours basé ici. Ok, super. Et là, merci, tu me reçois dans un endroit un peu spécial. Alors, en général, je parle plutôt un petit peu après tout ça, mais quand même, où est-ce qu'on est pour le coup ? Parce que c'est la finalité de ce que tu as créé au final. Oui, on est à l'atelier de la performance. Ouais. C'est un centre de préparation pour sportifs et pour pilotes automobiles. Ouais. Donc, je suis associé à Benjamin Agnolga, qui est préparateur physique. Yes. Et on fait également travailler des kinés, notamment préparateurs mentaux, etc. Mm-hmm. Pour accompagner nos sportifs. Et donc, je ne t'ai pas dit, je suis pilote et entraîneur de pilote automobile. Ouais. Donc, c'est quand même mon cœur d'activité. Les détails. Ouais. Et donc, voilà dans quoi j'exerce au quotidien, Mm-hmm. avec différents outils. Ici, on est dans l'un des outils que j'utilise, sachant que j'aime bien la diversité des outils. Hier, j'étais sur circuit. Aujourd'hui, je suis ici en entraînement sur simulateur. Ok. L'hiver, je suis sur glace. L'été, je suis sur asphalte. J'aime bien cette variation pour aller chercher un petit peu les détails de ce qu'on peut trouver en technique. Ok, hyper cool. Qu'est-ce que tu voulais faire quoi quand tu étais petit ? Quand j'étais petit, c'est une bonne question. Je crois que je voulais être pilote automobile. Ok. Ouais, je voulais être pilote automobile. Ça s'est dessiné en fait au moment où j'avais un copain de classe qui était pilote de karting. On était en CM1, école primaire. Philippe ? Philippe, non ouais. Le fameux Philippe Dumas, ouais, tout à fait. Philippe, alors j'ai toujours moi aimé les voitures depuis tout petit, mais un petit peu comme tous les enfants, on va dire, jouer avec mes majorettes. Mon grand-père, quand j'allais en vacances chez lui, m'achetait une petite majorette tous les matins en allant au café. Okay. C'était devenu un petit rituel, mais jusque-là, mes parents se posaient pas de questions parce que tous les enfants, tous les petits garçons jouent avec des voitures. Sauf que moi, je pense que déjà à cet âge-là, j'avais cette envie d'aller comprendre la technique. Je faisais glisser mes voitures. Pour te donner une idée de ma petite folie de l'époque, quand j'allais au supermarché avec le caddie, je faisais déjà des trajectoires, tu vois, avec le caddie pour faire l'appel contre appel, tu vois, déjà à 7-8 ans, travailler cette technique. J'avais ça en tête et vraiment sans pouvoir le concrétiser parce que j'étais pas dans un moule où on me disait tu vas faire du sport auto. Mais le fait d'avoir croisé ce Philippe, ça m'a permis de me dire tiens, lui il arrive à le faire, peut-être que je vais y arriver moi aussi. Et quelles sont les possibilités. Ok. Et ça arrive à peu près à quel âge ? Ça, c'était CM1, donc c'est quoi, 9 ans ? Ah ouais. 9 ans, ouais. Ah, donc tôt.
8-9 ans, ouais, assez tôt. Ok. Ouais, l'idée de concrétiser assez tôt. Après, ça s'est pas passé exactement comme Philippe, mais j'en suis aujourd'hui ravi parce que chacun son parcours et que c'est super comme ça. Ouais. Et donc voilà. Parce que Philippe, pour le coup, il a continué aussi sur ce parcours-là. Il a c'est ça continué, Ouais. il a été très jeune, très haut. Ouais. Il est parti, donc il était en karting bien sûr Ouais. à cet âge-là. Après, il était parti en monoplace. Il était parmi les meilleurs européens en monoplace. Ok. Et après, fin de carrière en tant que pilote, il est parti comme team manager. Mhm. Et il est devenu champion du monde en tant que team manager en GT, Ok. dans le team X6. Effectivement. Donc il est monté très haut. Ouais. Et aujourd'hui, il gère encore beaucoup le management des pilotes. Ok. Donc je le croise de temps en temps, c'est marrant. Tous les 2-3 ans, on se croise sur les circuits. C'est rigolo. Ouais. Sympa. Et c'est souvent pas en France d'ailleurs qu'on se croise, donc c'est rigolo. Ouais. Et donc comment se passent tes premiers, parce que donc assez tôt, assez jeune pour le coup, comment se passent est-ce qu'il y a un moment où tu comprends, tu dis ok, ouais, alors c'est ça que je veux faire, c'est ça que je vais faire, parce que c'est bien de vouloir le faire, mais après le faire vraiment quoi. Et les premières compétitions, comment ça se passe Concrétiser en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça le truc. Comme je te dis, je pense que le contexte familial il est très très important. Ouais. Et moi, j'étais pas du tout. Personne dans ma famille faisait du sport auto. Mhm. Alors c'est marrant parce que souvent dans la famille, ils cherchaient à comprendre d'où venait cette passion. Et le seul petit truc de passion qu'on avait pu trouver, c'est que mon père avait une R12 Gordini Ok. quand ma mère était enceinte de moi. Ouais. Et apparemment, ils auraient fait des tours ensemble, tu vois, quand elle était enceinte. C'est le seul truc qu'ils ont trouvé. C'est pour te dire à quel point on allait chercher loin. Il y avait peut-être des vibrations du moteur du 1300 Gordini à l'époque. À part ça, pas d'indice particulier. Ouais. Mon père aime bien les voitures, mais il n'a jamais été à fond sur le dernier modèle sportif ou autre. Ok. Et après, comment ça s'est installé? Ma passion, moi, a grandi. Toujours, je regardais des émissions à la télévision. Je voyais toujours mon pote Philippe qui évoluait là-dedans. Mm. Et à un moment, donc ça c'était début du collège, donc c'était 5e, 6e, 5e. Ouais. J'ai un peu tapé du poing sur la table et j'ai dit je veux faire du karting. C'est vraiment mon truc. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'en faire. Et sauf que mes parents ont tapé plus fort sur la table que moi. Et ils m'ont certifié que ça serait pas possible Ok. et qu'il fallait trouver une autre solution. Donc c'est là où je trouve ça génial en fait dans les parcours de vie, c'est que Ouais. le chemin qui est pas tout tracé, tu te le crées différemment. Mm. Et ça, c'est marrant parce que je l'ai pas vu à cette époque-là comme ça, mais j'ai trouvé en fait une substitution à faire du karting ou du pilotage en vrai. Mm. C'est qu'un dimanche, je suis tombé sur une course de modélisme. Ok. Modélisme, c'est les voitures radiocommandées Ouais. de différentes échelles. Et là, c'était des voitures électriques, un 10e et un 14e, des toutes petites tailles. Tout de suite, j'ai eu un coup de cœur pour ces voitures. Alors, j'avais eu déjà plusieurs voitures radiocommandées quand j'étais petit, la fameuse marque Nico, je ne sais pas si tu as connu aussi. On avait ça pour Noël et c'était sympa, sauf que c'était pas des voitures qui étaient réparables, tu vois, donc tu l'as cassée, elle était foutue. Ouais. Là, ces voitures-là électriques, d'une, on pouvait les réparer, et de deux, il y avait des compétitions. Et j'avais remarqué que c'était 80% d'adultes qui faisaient ça, il y avait très peu d'enfants qui faisaient ça. Donc c'était déjà un milieu de grands, avec une vraie technique, des vrais budgets aussi. Ouais. Et c'est en fait c'est là où pour moi tout a commencé. Ok. Parce que je me suis alors tu sais comment on fait quand on est gamin, on met Noël, on met l'anniversaire, on met la fête des machins, des trucs pour tout rassembler, pour essayer de faire un budget, on casse la tirelire, le petit cochon, et on rassemble pour avoir le premier gros jouet, la petite voiture. Ok. Et j'ai eu ma première voiture radiocommandée électrique, je devais avoir 11 ans fin d'année, et de là c'est parti. Je me suis passionné au truc. C'est moi qui faisais l'entretien forcément de la mécanique. C'est moi qui pilotais. Très vite j'ai commencé à faire des courses. Okay. Et je suis passé en thermique juste derrière, donc la même chose mais en voiture, en moteur à essence. Ouais. Et il y avait finalement tous les réglages d'une voiture actuelle. Ça, je te dis que je m'en suis pas rendu compte sur le coup, c'est maintenant que je me rends compte, parce qu'en fait toute la technique, le réglage de train, la géométrie, comment on oriente les roues, comment on règle le moteur, comment on règle la transmission, les suspensions, l'assiette de la voiture, la manière dont tu l'orientes, le réglage du freinage avant-arrière, tout ça c'était déjà à 12 ans. C'était mon cœur, c'était ça. C'était mon cœur d'activité au quotidien. Okay. Et du coup j'ai passé comme ça mon adolescence, c'est passé en un éclair parce que j'avais que ça en tête. Le soir je bricolais là-dessus dès que j'avais fini mes devoirs, le week-end je faisais ça. Le petit inconvénient de cet outil-là, c'est que dès que tu en faisais 10 minutes dans la terre, il y avait 2 heures de nettoyage derrière. Il fallait tout démonter, les différentiels, tout. C'était énormément de travail.
Et derrière ça, ça m'a permis de comprendre la technique et de comprendre comment fonctionnait une voiture. Mhm. Alors, j'étais pas à l'intérieur, Mhm. mais avec ma télécommande, avec les deux manches, tu sais, sur la télécommande, Yes. ça m'a permis vraiment de piloter ces voitures à distance. Ok. Et donc, voilà, j'ai fait compétition régionale, nationale, un peu internationale. D'ailleurs, il y avait un Grand Prix à Bordeaux qui s'appelait le Grand Prix de Bordeaux, Mhm. place des Quinconces. Ouais. C'était peut-être la plus grosse course que j'ai fait parce qu'il y avait vraiment plusieurs pilotes européens. Ok. Et c'est marrant parce que l'autre jour, je repassais sur la place des Quinconces, tu vois, j'ai senti une émotion particulière Génial. parce que j'avais 16 ans à ce moment-là. J'étais venu en train, à l'époque, on habitait à Périgueux. J'étais venu en train, je me rappelle, de Périgueux avec mon matos dans le train. Enfin, tu vois, la folie de l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si je le referais, tu vois, j'avais 30 kilos de matos en train. On était venu me chercher au train à Gare Saint-Jean. Enfin bref, c'était vraiment sympa. Et j'avais fait une bonne perf à l'époque. J'étais allé en finale et c'est un super souvenir pour moi aujourd'hui. Ouais. Canon. Et ça m'a habitué à dire, ok, tu as envie de faire cette passion-là. La voie classique n'est pas possible. Comment Ouais. tu fais différemment? Ok. Crée-toi une voie. Peut-être tu le fais en miniature et puis après tu reporteras ça à la taille réelle Ouais. quand Quand ça tu sera dis la voie possible. classique n'est pas possible. Pour moi, la voie classique du sport auto, c'est commencer en karting. Ouais. À 14 ans, tu es en monoplace Ok. Ouais. et tu fais de la compétition. Et en fonction de tes résultats, soit tu continues en monoplace. La voie royale, c'est la Formule 1. Mhm. Il y en a très peu qui y vont. Mhm. Et il y a plein d'autres voies qui existent. GT, Super Tourisme, Ok. il y a plein d'autres Ouais. courses qui existent. Ouais. Voilà, pour y arriver. Ok. Et cette voie-là, moi, je ne suis pas passé par là. Je suis passé Ouais. par un truc différent, miniature. Et après, une fois que j'ai fait ça, avec mes premiers salaires, c'est ce qui m'a motivé à travailler très tôt, très jeune. Mais avec mes premiers salaires, je me suis payé un karting. Ok. Et là, j'ai voulu reporter ce qui se faisait en miniature dans le karting. Ok. Alors en fait, ça s'est pas exactement passé comme ça. Je te dis une bêtise. Il y a eu entre-temps l'idée de on a un petit schéma qui tourne. Je sais pas si c'est international ou que français, mais de se dire, on a un talent, on a un coup de volant, Mhm. ça vaut le coup d'aller s'aligner en compétition. Mhm. Aujourd'hui, je sais que le talent n'existe pas. Je le vois parce que j'ai vu des études en neurosciences notamment. Mhm. Ouais. C'est pas exactement comme ça se passe. On n'est pas téléchargé avec toi, tu as du talent, toi, tu n'as pas de talent. Je pense que le talent, c'est avant tout le travail. Ouais. Et après, il y a le contexte social qui fait que tu es favorisé ou pas favorisé. Tu as des aptitudes, certes, mais l'aptitude ne va pas faire le talent. Mhm. Donc ça, j'en suis aujourd'hui intimement convaincu. Et donc, du coup, j'avais ce petit truc en tête de me dire, j'ai peut-être un petit coup de volant. Et j'ai voulu faire des volants, ce qu'on appelle des volants. Donc, c'était un volant Peugeot à l'époque qui Mhm. s'appelait Rally Jeune. Mhm. Sébastien Loeb est passé par là en 96. Il n'avait pas gagné, mais il avait fini dans les 3 premiers. Ok. Donc on connaît derrière son parcours. Ça a plutôt bien marché. Ça va. Sébastien Ogier aussi, lui avait gagné. Ok. Donc je crois que c'était l'année après moi, c'était 2001 ou 2002. Mhm. Et moi j'ai fait ça pendant 3 ans. Donc ça devait être 97, 98 et 2000. Ouais. Et en 2000, j'ai réussi à passer donc la sélection qui se faisait sur Bordeaux. Il y avait 5 sélections en France. 2 à 3 000 participants par sélection. Mhm. Et sur Bordeaux, j'ai réussi à aller en finale. Donc on était les 5 premiers Ok. sélectionnés en finale. Ouais. Et on s'est retrouvés les 36 premiers français sur circuit à Nîmes, les deux noms, pour la Génial. finale nationale. Et de ces 36, ils en gardaient 3 Ouais. et ils leur payaient une saison de course Ok. en rallye. Propre. Parce que ma première passion, c'était le rallye. J'adorais ces images, c'était pour moi magique. Et donc je me suis retrouvé dans les 36. Et là, ce jour-là, c'était début décembre. Pareil, train de nuit pour aller à Nîmes. Je me rappelle comme si c'était hier. À dormir dans la gare à 4h du matin parce que j'étais là trop tôt à Nîmes. Une folie. À prendre à casser ma tirelire pour prendre un taxi, etc. Enfin bref, tout le truc. Parce que j'étais vraiment motivé par ça. Ouais. Et sur les 36, j'ai dû finir à peu près 32e, je pense. Ok. À 3 secondes des temps. J'étais nulle part. Et là, j'ai eu un vrai déclic. Je me dis, ok, il faut bosser en fait. Ouais. Tu Ok. connais la technique en théorie. Ouais. Pilotage, la glisse, le machin, sur-virage, sous-virage, tu connais tout par cœur. Mm. Maintenant, pour que tu saches le faire au volant et que tu sois devant, il faut bosser. Ouais. Et donc, en ayant cette volonté de bosser, je suis passé par le karting parce que c'était l'outil qui était vraiment bien pour bosser. Mhm. Répéter les tours avec un chrono sur le volant, et puis tu répètes et tu t'améliores. Et donc, c'est là où, avec mes premiers salaires, je me suis payé mon karting. Ok. D'accord. Et Tes j'ai premiers bifurqué. salaires de quoi alors? Parce que tu faisais un autre taf en parallèle ou Oui, je faisais des petits boulots. Ok, ça marche. Je fais du boulot. Je travaillais après dans la restauration. Donc, ça Ouais. me permettait d'avoir du Ouais. temps de libre, l'hiver notamment, pour
faire tout ça. Ouais. Parce que je trouve ça intéressant tout ce qu'il y a derrière ce côté passion, c'est que j'allais te demander justement est-ce que comment dire, les premières courses radio télécommandées, est-ce que on gagne de l'argent et Non. non, on peut pas en vivre de ça. Non, on peut pas en vivre. Ouais, non mais aussi bien au niveau national qu'international, c'est bien pas, sûr. Non, ça reste du payant. Au mieux, tu es sponsorisé et tu payes tes pièces que 50% du prix. Ouais. Aujourd'hui, je crois qu'il y a certains Américains qui sont payés, ils ont un petit salaire. Mhm. Ils font le tour du monde, mais voilà, c'est pas les salaires des pilotes, des pilotes pro, ça n'a rien à voir. J'imagine. Mais ce qui est amusant aussi là-dessus, pour le côté entrepreneur, c'est que pareil, j'avais mon argent de poche. Alors, je vais pas dire de bêtises, j'ai plus le prix en tête. Mais bon, c'est ce qui se fait quand tu as 14 ans, tu as un petit peu d'argent de poche. Mais ça n'avait rien à voir avec les budgets nécessaires pour faire la compétition. Donc pareil, j'ai retapé du poing sur la table et ils m'ont dit non, voilà, vous êtes 3 frères et sœurs, vous avez la même chose à chaque âge et il n'est pas question que tu aies 5 fois plus parce que tu fais ce sport-là, quoi. C'est pas possible. Donc ils ont tapé encore plus fort du poing sur la table. C'est ça. No possible. Bon, ok, je vais trouver une solution. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est que j'ai remis mes économies sur la table. J'ai trouvé la technique. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était les petites annonces dans les magazines. Et j'ai trouvé la technique de racheter en fait des lots de voitures. J'en ai acheté 3, 4, 5 par lot, des mecs qui arrêtaient par exemple. Et de ces 3, 4, 5, j'en gardais une pour moi pour faire la compétition. Et j'en revendais 4. Et le but c'était de mieux revendre que ce que j'avais acheté les 5. Et de me faire comme ça un petit budget qui me permettait d'avoir une voiture et d'avoir un petit peu de budget pour acheter un moteur neuf, pour acheter des pièces, etc. Carrément. Et donc tu les retapais un peu les je voitures retapais, c'est complètement. Ça, donc j'avais pas les derniers modèles qui sortaient. Comme les adultes qui ont un salaire normal pouvaient se payer. Mais ça me permettait quand même de bien figurer, de gagner des courses et puis d'avoir des super résultats en championnat. Donc moi, ça me convenait tout à fait, quoi. Carrément. Et ça m'a appris ce petit côté-là, commerce, qui était intéressant de retaper les voitures, de revendre et puis de faire ça. Sauf que ça prenait, je me rappelle, une inertie de fou parce qu'aujourd'hui, tu achètes une voiture, tu la mets sur le bon coin, si tu la vends au bon prix, le lendemain, elle est vendue. À l'époque, tu mettais une annonce, fallait l'envoyer avant le 15 du mois pour que ça apparaisse le mois d'après. Enfin, tu vois le truc, quoi, ça prenait des mois et des mois pour vendre une voiture. Mais aujourd'hui, c'est un super souvenir parce que quand tu faisais l'effort en conscience de faire tout ça pour un objectif précis, ça a montré ta détermination à faire les choses, quoi. Clairement. Donc ça m'a servi, je m'en sers encore aujourd'hui. Et c'était de manière autodidacte à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, je le travaille pour continuer à progresser là-dedans, quoi. C'est ça. Tous les jours. Exactement. Et tu parlais donc tes résultats sur circuit, donc tu as fait des compétitions sur circuit aussi, c'est ça. C'est à partir de quel âge que tu commences à avoir les résultats aussi en voiture, tu veux dire en taille réelle? Exactement, taille réelle. Alors après ça a pris un peu de temps parce que j'ai beaucoup bossé, notamment en karting. Et en fait, je me pose la question aussi, excuse-moi de te couper, je me pose la question aussi dans ta tête, quand tu fais des petits boulots et quand tu continues de vivre de ta passion, quoi, en fait, de vivre ta passion, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Est-ce que tu te dis, je sais qu'au bout d'un moment, je vais vivre de ça? Ou est-ce que tu continues en te disant, les deux vont aller de pair et puis... Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les sources qu'on a, d'inspiration, etc., je pense que je le réfléchirais comme ça. À l'époque, je me rappelle pas m'être dit je fais ça pour avoir ce résultat là, tu vois. Je me disais juste qu'est-ce qu'il faut faire, ta passion c'est ça, tu as envie de progresser, donc je bossais, j'alignais tout, j'avais envie de faire de la compétition, mais pareil, les budgets en voiture c'est énorme. Quand tu dis c'est énorme, on est dans combien? Pour faire une saison de course, il faut à minima aujourd'hui 60 000 euros pour faire une saison, sachant que ta saison elle commence en mars, elle finit en octobre, et qu'en octobre, même si tu es champion, ça repart à zéro. Il faut que tu retrouves 60 000 euros pour l'année d'après. Et ça, c'est à minima. Les budgets, c'est de 60 à, on va dire, 500 000 euros, tu vois, à l'année. Pour être dans des budgets, dans des courses, dans les championnats France, Europe, de bon niveau. Donc, ça, c'est des budgets énormes. Et à chaque fois, je te dis, quels que soient les résultats, c'est pas, OK, je gagne une saison et après, c'est parti, je trouve des sponsors. Il y a tellement de monde sur le marché qu'il faut toujours amener du budget. Donc, c'est toujours des budgets à trouver, quoi. Donc à cette époque-là, quand je suis en finale nationale et que je suis en sélection rallye jeune et que c'est le début d'un truc, je me dis pas je vais partir dans cet axe-là pour devenir pro, quoi. Ça je le sais pas à l'époque. Je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai un espèce de feeling de sentir ce qu'il faut faire et pas faire, ce qui marche pas, perdre du temps à faire un autre sport ou partir dans d'autres activités. Je vois bien que ça s'est gaspillé son temps. Donc franchement, je suis un peu autiste à ce moment-là parce que je pense qu'à ça et je fais que ça, quoi. Et ça, je sens que c'est positif.
Parce que plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Carrément. Donc en fait, à l'issue de ce rallye jeune, je tombe sur une annonce. C'est le magazine Compte Tour, je me rappelle à l'époque, un magazine papier. Ouais. Et avec une annonce qui est cherche moniteur de pilotage, débutant accepté sur glace. Ok. Et là, voilà, c'est le rêve de ma vie, quoi. Tu vois. je vais être payé à faire du pilotage sur glace, le truc de fou, quoi. Et donc c'est amusant parce que donc là on est en 2000 à ce moment-là. Ouais. Et pareil pour juste l'entretien d'embauche, je retraverse la France en train de nuit. À l'époque, c'était train de nuit, c'est un truc, c'est resté. Ouais. À l'époque, il y avait un train qui faisait Bordeaux. Chambéry, je crois que c'était pour aller dans le 74 à Flaine. Ah ouais, une bonne traversée là. Ouais. Celle qui va le remettre en place pour le coup. Où t'as l'entretien d'embauche le matin à 10h et t'as passé la nuit, t'as très mal dormi. Mais j'étais tellement motivé, si tu veux, que je voulais tellement ce poste que ça l'a fait. Alors ça, pareil, avec les années, après, j'ai compris cette notion de motivation qu'en fait, quand tu te donnes les moyens, t'es arrivé forcément. Mais à l'époque, je savais pas, quoi. J'y allais à l'instinct. Ouais, tu réfléchissais pas. Je savais qu'il fallait. Tu parles d'instinct, donc c'est ça, quoi. Il fallait que j'aille faire ça, donc j'ai foncé à ce moment-là. Et donc ça l'a fait. À l'époque, il n'y avait pas de diplôme de moniteur de pilotage, ça n'existait pas. Donc c'était que au palmarès et à la motivation, quoi. Palmarès, j'en avais pas ou peu, sauf ce petit volant Peugeot qui faisait que celui qui m'a embauché à l'époque voyait que j'étais motivé. Et donc il m'a donné ma chance à ce moment-là, en 2000, de faire cette saison sur glace. Donc saison sur glace, c'est quelque chose de super difficile physiquement, parce qu'en fait ça dure 3 mois, de décembre à mi-mars. Et difficile parce que tu fais des grosses journées de pilotage. Ça commence à 7h le matin, ça finit à 22h voire à minuit, et derrière tu arroses ta piste. Il y a une dameuse qui passe pour tasser la neige et tu arroses la piste pour faire de cette neige comme une éponge, tu vois, et que ça fasse de la glace dans la nuit, parce qu'il faisait négatif là-haut. Et en fait tu fabriques ta glace pour retourner le lendemain matin, tu vois, rouler. Donc c'était des journées de folie. Mais pareil, super expérience, parce que quand encore une fois, c'est une question de conscience, tu vois, quand tu fabriques ta glace et que le lendemain tu arrives avec ta voiture et la voiture des clients avec des pneus cloutés, etc., tu as un respect pour l'outil qui est extraordinaire, quoi. C'est pas c'est facile, c'est les conditions qui durent. Quelqu'un l'a fait pour moi, c'est toi qui des conditions magiques qui durent que 2 mois et demi, 3 mois. Tu as la chance qu'il fasse négatif là-bas, tu arroses ta piste et tu as tous les éléments qui sont réunis pour faire quelque chose. Et pour glisser, aujourd'hui, il n'y a rien de plus extraordinaire que glisser vite avec une voiture. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Donc j'ai fait comme ça plusieurs saisons glace dans les Alpes, Flaine, après Serre Chevalier. Et après Serre Chevalier, je suis parti en Suède sur les lacs gelés. J'ai une école qui s'appelle Laponie Ice Driving, ou Lapland Ice Driving, et qui reproduit des circuits de F1 à l'échelle 1 sur des lacs gelés. Alors pareil, c'est de la fabrication, la glace c'est pas naturel. Et j'ai bossé là-bas 8 saisons là-bas. À bosser sur glace. Et alors là, ça va beaucoup plus vite que dans les Alpes parce que les étendues sont immenses. Donc on avait en circuit, on avait le Castellet, on avait Silverstone, donc des circuits qui sont très rapides. Donc ça permettait de prendre 200 km/h avec des GT, avec des gros clous sur la glace. Voilà, c'est juste des moments magiques. Et voilà, aujourd'hui, moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Alors c'est ce qui est aussi sympa, c'est que c'est éphémère, tu vois. Sur un lac gelé, t'imagines bien que ça commence début janvier. Et fin mars, si tu te barres pas vite du lac, t'es dans l'eau, tu vois. C'est ça, ouais. Ou alors faut une barque. Faut une barque parce que sinon ça tient plus. Il faut des flotteurs, quoi. C'est un peu plus la même. Après. Donc ce côté éphémère et magique de l'endroit, où pareil, il fait pas jour toute la journée. Donc quand il y a la glace, le soleil, et que tu es avec des super autos comme ça à glisser, c'est des instants qui sont magnifiques, quoi. Et toi, tu ressens quoi à ce moment-là quand tu es sur la glace tu voles, quoi, tu planes. Tu planes. J'ai le même ressenti qu'en compétition, tu vois, quand tu roules devant, quand tu fais un podium, tu as un moment de flottement où en fait t'es au mieux de ce que tu sais faire, il faut tout aligner, tu vois, au millimètre près. Et quand tu es là, c'est un espèce de tunnel. Je crois que c'est ce qu'on appelle le flow, tu vois. Il y a plein de gens qui ressentent ça dans plein de sports, même dans l'entrepreneuriat. Quand tu es au bon endroit, au bon moment, que tu as fait le job qu'il faut et quand tu as l'expérience d'avant qui paye le jour J, tu as un espèce de moment où tu es au top, quoi. Et c'est un vrai kiff. Ah bah, tu m'étonnes. C'est énorme. Et ouais, parce que j'avais vu effectivement le côté Laponie. Je me demandais, vu que tu as comme bien pas mal voyagé grâce à ton activité, est-ce que tu as un meilleur souvenir? Il y a un truc qui ressort où le flow était à son maximum? Il y a des moments magiques.
Il y a des moments magiques. Alors, j'ai pas répondu à ta question d'avant. Si tu me parlais de la compétition auto. Effectivement. Merci parce que je me souviens pas de mes Ouais, questions. Donc ouais. c'est bien, c'est bien qu'il y en ait un des deux qui s'en souvienne. Je suis parti un peu loin, mais en fait, pourquoi la compétition auto? C'est que quand j'ai fait mes saisons glace là, l'hiver, j'avais un job en été qui était en restauration. J'étais à la Cano Océan. Ok, d'accord. Voilà, j'ai commencé comme serveur, et puis petit à petit, j'ai monté les échelons. Ce qui m'a servi aussi après au niveau entrepreneuriat, parce que j'avais des responsabilités avec des personnes à gérer, du staff en management, c'était super intéressant. J'avais jusqu'à une vingtaine de personnes à accompagner, à gérer. Et je dis accompagner parce qu'aujourd'hui en coaching, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'est ce côté-là où on bosse ensemble et on grandit tous ensemble, c'était la même chose. Sauf que c'était pas dans ma passion première, même si j'aime beaucoup la restauration. Ça y est, je suis encore parti trop loin. Donc, voilà, j'avais ce job l'été et l'hiver j'étais sur glace. Et en fait, il y a un moment où j'ai fait 4-5 saisons sur glace. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai envie de vivre de ça à l'année. Je pense que j'ai le réseau nécessaire. Je vais me lancer à faire aussi du pilotage le reste de l'année sur asphalte, sur bitume, sur un circuit classique. Et donc là, voilà, de par le réseau que j'avais acquis sur glace, j'ai réussi petit à petit à faire différentes OP, de bosser avec des constructeurs et de bosser avec des écoles de pilotage. Et donc j'ai bossé avec une école de pilotage sur Bordeaux qui s'appelait Bordeaux Racing à l'époque, qui était menée par un pilote qui s'appelait Jean-Noël Langtuy, un ex-pilote de F3 des années 80. Donc c'est la génération Jean Alési, Jacques Goucho, etc. Et lui m'a donné l'accès à la compétition. En fait, il m'a dit voilà, tu viens faire des journées, animer des journées stage de pilotage, parce qu'entre temps il y a eu le diplôme de moniteur de pilotage qui est sorti, donc que j'ai validé. T'étais l'un des premiers d'ailleurs, non, à l'avoir, je crois. C'était dans les premiers. Le diplôme est sorti en 2005, je crois. Et je l'ai eu assez rapidement, quelques années après, quelques mois après, sachant que c'était l'un des derniers sports où il n'y avait pas de diplôme qui existait, tu vois. Je crois qu'il y a l'équitation aussi où c'est arrivé tard, mais voilà, le sport auto, ça n'existait pas tout de suite. Et donc lui m'a permis de dire, voilà, tu viens faire des journées, et moi, en échange, je te donne accès à la course. Parce qu'une course à l'époque, c'était, pour te donner une idée, un volant pour un week-end, c'était 3 000 €, tu vois. Quand tu as un salaire lambda, te payer 5 cours dans la saison, c'est compliqué. Ça commence à faire un gros budget. Même si tu manges des pâtes et que tu dors dans un tout petit studio, ça coûte vite cher. Donc cet échange de bons procédés, moi, me convenait super. Ça m'a permis d'avoir l'accès à ça. Et ce qui a permis d'aller un petit peu au niveau supérieur, c'est un jour, on faisait des tournages avec les Girondins de Bordeaux. Et donc les footballeurs venaient faire des journées de coaching, tu vois, sur circuit, par cette école justement. Et a croisé plusieurs fois Cédric Carasso, donc le gardien des Girondins de Bordeaux. Il se trouve que lui est passionné de voiture, et qu'un jour spontanément il m'a dit voilà, ce qu'on va faire, si ça te va, c'est que toi tu as besoin de budget pour faire ta saison, moi j'aimerais bien apprendre à piloter, toi tu as les capacités de m'apprendre, on va faire un deal, c'est que moi je te permets de rouler, toi tu me permets d'apprendre. Et là, si tu veux, j'étais absolument halluciné. C'est génial. Et ça m'a permis vraiment de passer à un step, de gagner des courses, de finir sur le podium en championnat, sur du championnat de France. Donc ça, c'était vraiment top. Génial. Grâce à Cédric. Et au-delà de ce côté-là où il m'a vraiment donné un coup de pouce, si tu veux, pour faire la saison, pour courir au niveau matériel, je pense que le plus gros bénéfice que j'ai tiré de cette relation que j'ai eue avec lui, c'est que lui, étant gardien des Girondins, donc Ligue 1, et à cette époque-là, équipe de France, c'est qu'il m'a mis le doigt sur un élément qui est hyper important, c'est la préparation mentale. J'avais en tête que, si tu veux, la prépa mentale, c'était important, il fallait avoir envie de gagner, etc. Mais je me disais, c'est un peu un truc de gourou, tout ça. Tu vois, je me dis, c'est un peu mystique et tout. Et là, quand je lui ai tenu ce discours-là, il dit, non, mais t'es à côté de la plaque. Si t'es pas bien dans la tête, alors bien sûr, physiquement, il faut être en place. Mais si t'es pas bien dans la tête, t'es derrière. Et pour un gardien, c'est super important. Il y a des entraîneurs de gardiens et des préparateurs. Il avait la préparation mentale à ce moment-là, énorme. Le but pour lui, c'était assez simple. C'est le ballon, il passe pas, quoi. Tu vois, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas d'excuse de ah mais j'étais pas bien placé, j'ai pas regardé au bon endroit. Le ballon, il passe pas. Je suis un mur. Et c'est comme ça que tous les gardiens bossent. Et c'est pour ça que ce poste-là est très particulier. Et ce jour-là, si tu veux, il m'a mis le doigt sur vraiment un truc super important. Et c'est ce qui m'a permis, moi, dans mon coaching, ça faisait déjà 10 ans que j'accompagnais les pilotes, mais ce qui m'a permis de partir dans cette direction-là et dire, ok, maintenant, entre deux pilotes qui techniquement sont de la même niveau, du même niveau, comment on fait pour faire la différence? Et c'est la tête. Ok.
Et donc, t'avais pas encore, pendant 10 ans, t'avais pas encore tout cet aspect-là Du tout. mental et... Pour moi, c'était Ok, la d'accord. technique. Ouais, Tu vois, c'était la technique. C'est plus tu bosses, plus tu fais des revêtements différents, plus Ouais. tu apprends sur la glace à amener une voiture, ok. et plus t'es devant. Tu vois, c'est l'expérience. J'avais ce vieux schéma en tête. Parce que la prépa mentale en France, tu vois, ça met du temps à arriver. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien en place, parce que tout le monde en parle, c'est démocratisé, etc. Mais ça met du temps par rapport aux États-Unis. Je pense qu'on a peut-être 20 ans de retard là-dessus, tu vois. Mm. Alors que chez eux, c'est évident. Tu veux être performant, tu te prépares dans la tête, quoi. Tu Ouais. vois, c'est obligatoire. Ouais, c'est clair. Et donc, voilà, 2010, c'est le tournant. La compétition qui arrive. Mais je te dis, surtout le gros plus, et ce dont moi je me sers aujourd'hui au quotidien, c'est ça. Mhm. Donc je suis allé gratter dans cet axe-là, donc des techniques de préparation mentale, Ouais. de la PNL, programmation neurolinguistique, tu vois, pour m'aligner avec mes coachés. Mm. Et donc, t'es allé chercher, pour le coup, t'as passé des certifications, c'est ça? Ouais, des diplômes, ouais. T'as pas juste lu 3 bouquins. Non, et, je suis ouais. praticien en PNL, donc j'ai passé plusieurs diplômes. Ouais. Et après 2015, pareil, un peu par hasard, en discutant, enfin, il n'y a pas de hasard en vrai. Tu discutes avec des gens, tu es dans un milieu, tu as envie d'aller plus loin, et puis un jour on te dit, bah tiens, regarde ça. Mm. La sophro, un peu, tu vois, la respiration, c'est Ouais. super important, c'est ce qui te permet d'être détendu. Mhm. Et puis, regarde les neurosciences, il y a peut-être un truc qui peut t'intéresser. Et puis là, depuis 2015, je t'avoue que ça fait 6 ans que je me nourris à peu près au quotidien des recherches qu'il y a. Ok. On est, je pense, au début du truc, c'est sans fin, parce qu'en fait, on découvre des trucs sur le cerveau qui sont de folie. Mm. Et depuis 2015, pareil, je me suis formé pour être alors, ce qu'on appelle coach. Du coup, Ouais. c'est un diplôme de coach à l'INA, c'est l'Institut des neurosciences appliquées à Paris. Et qui m'a permis d'avoir des clés, mais de folie. J'ai vu le temps que j'ai gagné, moi, avec mes coachés, avec mes pilotes. Là où je pouvais passer plusieurs mois à faire passer une info, aujourd'hui, en 10 minutes, voilà, il n'y a pas à tergiverser, c'est comme ça et comme ça. Et ton cerveau arrête de te raconter des histoires. C'est juste, voilà, tu vises ton cap, et tu y Ouais. vas, tu t'entraînes et ça le fait. Ok. Et ça, c'est une vraie révolution. Enfin, tu vois, en 2000, il y avait des révolutions. En 2010, il y en a eu d'autres. En 2015, en fait, il y en a tout le temps. Ouais. Et ce qui est génial, et je trouve passionnant dans la vie, et puis dans tous les métiers en général, c'est que tu es sans arrêt en train de progresser. Mm. Et je pense que le jour de ta mort, tu te retournes et tu es encore en train de progresser, tu vois, c'est ça qui est fou. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est un Lewis Hamilton, tu vois, je prends l'exemple de son 7e titre l'année dernière. Ouais. Je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu suis la Formule 1, mais Pas trop. J'ai un pote qui le suit beaucoup, Ouais. pour le coup. Enfin, j'ai même 2 potes qui suivent ça. Ouais. Lewis Ouais. Hamilton, il est 7 fois champion du monde. Ouais. Et au moment de son 7e titre, donc le mec, il a tout vu, il a tout fait, il a plus rien à prouver. Il a égalité avec Michael Schumacher qui a aussi 7 titres. Ouais. Ils sont tous les deux à avoir le plus de titres mondiaux. Mhm. Et au moment où il arrive à alors c'est pas la dernière course parce qu'il a gagné le titre un peu avant la fin de la Ouais. saison, Mm. mais il arrive à la ligne d'arrivée et on entend en fait au micro ce qu'il se dit parce qu'il est en communication. Ouais. Et en direct, on l'entend chialer dans son casque. Le mec, il a gagné 7 fois champion du monde, tu vois. Ouais. Et Mm. c'est complètement fou. Et il dit, les gars, j'ai appris encore des trucs aujourd'hui, quoi. Ouais. Et c'est absolument hallucinant. C'est Tu clair. vois, si quelqu'un, un pilote comme de cette trempe-là, te dit ça, j'ai eu l'occasion de bosser pendant 6 ans avec Yvan Muller, qui est 4 fois champion du monde, Mhm. qui bossait chez Citroën. Donc j'ai aussi côtoyé Sébastien Loeb, tu vois, sur certaines courses. Ouais. Et pareil, ils te disent, voilà, ils progressent en permanence. Et donc, si tous ces mecs-là qui ont 4, 7, 9 titres de champion du monde te disent que bah, plus tu évolues, plus tu bosses, plus tu apprends des choses, on peut tous progresser tout le temps, quoi. Mm. C'est ça qui est fou. C'est clair. Et donc, pour rebondir sur ta question d'après, qui était Ouais. mon meilleur souvenir, Ouais. je pense que ce qui a été un peu fou, c'était des réunions, des débriefs. Ben, le jour de mon anniversaire, Mhm. on était à l'hôtel et ben ouais, il y avait Sébastien Loeb, Yvan Muller, donc 9 fois champion du monde, 4 fois champion du monde. Moi, si tu veux, à 20 ans, ces mecs-là, je les voyais et c'était pour moi alors, j'aime pas le terme idole, mais c'était des exemples, tu vois. Mhm. Ouais, carrément. Et des vrais mecs qui savent bosser, qui ont le goût du travail. Et j'étais à table au resto avec eux, on était tous les trois, et pour mon anniversaire, donc c'était le 25 septembre, et c'était à Shanghai, en Ok. Chine. Ouais. Et il y a un moment, je me suis arrêté, et je me suis dit, là, mais il se passe un truc quand même. T'es au resto, à Shanghai, Ouais. tu bois un panaché, parce qu'on ne buvait pas plus qu'un panaché, parce qu'ils sont quand même en championnat du monde. Ouais. Tu trinques et tu bois un panaché avec ces deux personnages-là. Mm. C'est quand même fou, quoi. Ouais. D'arriver à rêver un jour à 10 ans d'une petite course de modélisme de petite taille électrique, etc. Et puis d'arriver à cet âge-là à se dire bah, ok, bah là t'échanges avec ces mecs-là Mm. et tu côtoies leur milieu et puis
t'apportes des éléments qui font que voilà, ça fait progresser certains pilotes. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Et bon, voilà, ça c'est un exemple, mais bon, après, Ouais, non, ça, c'est ça, clair. Bon, bah, c'est ça beau. évolue C'est tout le temps, canon. quoi. C'est clair. Ça, c'est un des moments forts, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Quand tu disais en 2010, à partir du moment où l'aspect mental entre en jeu dans ta préparation aussi, en fait, c'est ça ma question. Est-ce que toi, tu te l'appliquais d'abord? Bien sûr. Ouais, c'est ça. Tu te l'as d'abord appliqué pour Bien sûr. voir effectivement que bah, ça permettait d'évoluer encore plus rapidement. Bien sûr. Et après. Et aujourd'hui, avec du recul, toute la compétition que j'ai fait et que je fais encore, Ouais. c'est pour moi un laboratoire. Ouais. Si tu veux, j'ai dans 4 cartons à la maison, j'ai des tonnes de coupes. Pourquoi dans les cartons? C'est pour éviter que ça prenne la poussière. Mais si tu veux, ces coupes-là, même si au niveau de l'ancrage, c'est génial, et je le comprends aujourd'hui, ce fait d'avoir un trophée, c'est top. Mm. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun intérêt à aller chercher, enfin pour mon expérience, hein, Mm. à aller chercher une victoire, un titre, une coupe, si c'est derrière pour pas retranscrire et retransmettre ce que tu as appris. Ouais. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment, je m'en sers de laboratoire. Parce que rouler voilà, le dimanche, et puis j'aurais pu progresser quand même, hein, mais me mettre face à d'autres pilotes qui ont la même voiture que moi, quelle que soit d'ailleurs la taille de la voiture, hein, pour moi aujourd'hui, qu'importe le flacon, tu vois, s'il y a 45 mecs qui ont la même voiture et qu'il faut être devant, je t'assure qu'il va falloir vraiment, vraiment tout aligner pour être devant, il n'y a pas de hasard. Hein. Ouais. Et que tu aies une voiture qui fasse 100 chevaux ou 500 chevaux, c'est exactement la même. Ouais. Donc je m'en suis vraiment servi comme ça de labo. Ok. Ouais. Génial. Et tu parles de tes coupes, c'est quoi ta plus belle victoire? S'il y en a une là aussi, c'est compliqué. Alors, hein, ouais, je vais te dire, j'ai pas, Ouais. je suis tellement pas focus là-dessus. Ouais. C'est peut-être à Nogaro parce que j'étais coéquipier avec Jacques Goucho, mais franchement, ça a pas vraiment de saveur. J'étais coéquipier avec Jacques Goucho qui était pareil, pilote de F3, Mhm. du même niveau, enfin de la même trempe que Jean Alesi, etc., des années Ouais. 80. Et ce jour-là, je gagne juste devant lui. Alors que, pareil, de par le travail que je faisais avec lui depuis 2-3 ans, je prenais, tu vois, on avait des acquisitions de données dans la voiture, donc des courbes, etc. Donc je me servais énormément de ce qu'il me disait, parce que lui, de la monoplace, c'est un pilotage qui est très pur, la monoplace. Mhm. Et c'est un pilote qui est très pur dans son driving. Donc je m'inspirais de ça, tu vois, je m'inspirais de lui pour moi m'améliorer tous les jours, tu vois. Ouais. Et ce jour-là où je finis juste devant lui, alors il y a des faits de course, il y a tout ça, mais symboliquement, pour moi, c'était hyper fort, tu vois, d'avoir fini juste devant lui, d'avoir fini premier et que lui soit deuxième. Mais c'est pas le côté, c'est vraiment pas le côté égo, tu vois. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. le côté aboutissement d'un travail. Mm. C'est Clairement. ça que je retiens. Et c'est d'ailleurs un peu ça qui m'a fait derrière arrêter de vouloir absolument faire de la compétition, Ouais. parce que ça coûte cher chaque année. Mhm. Et plus partir dans des choses qui ont du sens, Mhm. comme tu vois, créer cet endroit qui a Ouais. du sens, Ouais. continuer à faire de la course quand je peux en faire, mais avec des clients Mhm. avec lesquels je continue à travailler. Ouais. Voilà, le sens pour moi est vraiment beaucoup plus important que des couples et des victoires. Ok. Ouais. Carrément, ça rentre en jeu, mais ça fait Ouais. ça fait pas la totalité. Voilà. Bien compris ça. Et justement, ce lieu, comment vous l'avez créé? D'où l'idée est venue et quelle Alors, en fait, histoire c'est un peu de la derrière, faute de Benjamin, mon associé, parce que ça fait une dizaine d'années qu'on bosse ensemble. Pour la petite histoire, c'était pareil 2010. Ouais. 2010, je rencontre un client qui fait du marathon, Mhm. qui fait de marathon. Il a fait 18 fois le marathon de New York. Ok. Et je le rencontre au moment où il arrête sa carrière, même s'il est amateur, hein, mais il Ouais. arrête le marathon Oui. parce que, de par la santé, il avait 62 ans. Ok. De par la santé, son médecin lui dit bon, mais là, il faut arrêter, il faut trouver un autre sport. Et comme il était un peu boulimique de sport, un jour, sa femme lui offre une Smartbox, tu sais, pour faire 3 Ouais. tours en Porsche. Et puis, il a bien aimé ce coup de faire 3 tours, mais il était hyper frustré parce que il avait fait 3 tours, mais il savait pas comment ça marchait. Mm. Donc, il s'est dit pourquoi pas aller faire un petit peu de circuit, puis après de la compétition. Mhm. Et donc, c'est un moment où je travaillais à Serre-Chevalier. Il avait un chalet à Serre-Chevalier, donc il venait un peu sur le circuit. On s'est croisés à ce moment-là. On a fait une première demi-heure ensemble. Et puis, je trouvais qu'il avait une finesse dans son pilotage qui était intéressante. Je lui ai dit. Et puis, on a fait quelques cours ensemble comme ça cet hiver-là. Mhm. Et puis, il a bien accroché à tout ça. Il a voulu continuer. Et puis après, on est allé vers de la compétition ensemble. Ok. Et donc, un jour, on discutait marathon. Ouais. Et moi, je lui disais, je suis pas capable de faire le marathon. Quand je fais mes footings, je fais 10 km, j'ai mal aux jambes, j'en peux plus. Et là, pareil, un peu comme Cédric Carasso, il m'a dit non, mais en fait, t'es abruti en fait. Si tu sais faire 10 km, tu sais faire 42 km. Ouais. Et je me rappelle, on était au Mans, dans un hôtel, la veille d'une journée sur circuit. Et on avait dû boire un ou deux verres de blanc, tu vois. Et il m'a dit,
si tu me fais confiance, si tu veux faire le marathon New York, tu fais le marathon New York. Et là, j'ai dit banco. Donc, je me suis retrouvé, on était à 6 mois du marathon, tu vois, c'était, Ah ouais, oui. c'était quand chaud, même. ouais. Ouais, fallait Mais y aller maintenant. il Quoi. m'a dit, t'es capable, n'importe qui peut le faire s'il s'entraîne. Ouais. Je vais te donner un plan, tu vas faire tant de kilomètres ce mois-ci, tant de kilomètres ce mois-là, et tu vas arriver à New York. Tu feras pas 2 minutes 30, 2h30, Oui, pardon, ouais. mais tu vas le Tu faire. vas le finir, quoi. Ouais. Ok, allons-y. Donc là, c'était génial parce que, en fait, avec ce challenge, on dépasse nos limites, tu vois, au quotidien sur des challenges comme ça. Et moi, avec ce challenge, je me suis vraiment dépassé. Et effectivement, j'ai fait le marathon de New York. Ça, c'était 2011, du coup. Ok. Et j'ai un souvenir de fou Ouais. là-dessus. Et Ouais. pourquoi je te parlais du marathon? Oui, pour l'anecdote, Ouais. moi alors j'ai pas fait le marathon, mais j'ai été dans les personnes qui applaudissaient à 400 mètres de l'arrivée. Ah ouais. Alors, parce que j'étais à New York en 2014 et pareil, je cours pas plus de 10 km pour le coup parce que je me dis la même chose que Ouais. ce que tu as pu te dire. Et c'était hyper émouvant. Enfin voilà, je partage ça parce que ça me fait penser à ça, mais hyper émouvant de voir des personnes qui dans les 400 derniers mètres qui n'en pouvaient plus Ah ouais. et qui y allaient jusqu'au bout. Et donc bon voilà, j'ai fait partie des personnes qui essaient de les encourager Ouais. jusqu'au bout. Non, mais c'était bien. Parce que moi, je faisais partie de ceux qui avaient eu du mal à aller jusqu'au bout. Tu vois. Mais bon, je l'ai fait, tu vois. Et ce côté américain aussi de dire, tu vois, mais vas-y, fais-le. Ouais. Comme une grande marque, hein. Mm. C'est le slogan. Mais en fait, ça, je m'en sers, moi, en rigolant, tu vois, avec mes pilotes et ceux que j'accompagne. C'est arrête de discuter, vas-y, fais-le. Mm. Le marathon, tu peux le faire. Arrête de dire, ouais, mais j'ai mal, j'ai ceci. Ouais. Entraîne-toi, prends un coach, tu vois, fais-toi accompagner. Mais c'est possible. Ouais. S'il y en a un qui l'a fait, c'est possible. Et si tu as envie d'ouvrir d'autres voies sur des trucs qui n'ont jamais été faits, bah, vas-y, fais-le. Et puis après, tu vois. Il n'y a pas du coup de bah, je vais peut-être essayer, je vais peut-être machin. J'aime bien cette phrase de Yoda. Alors, je ne suis pas très Star Wars, mais il y a cette phrase qui est mythique. D'ailleurs, je l'ai marqué au-dessus. Là, qui est juste. Yes, ouais. Ouais, Do or not do, there is no fais ou try. fais pas, mais c'est pas quoi. Il n'y a pas d'essai. Ouais. Fais-le ou le fais pas. Ouais. Tu choisis. Et t'en tires les conclusions derrière. Mm. Donc ça, c'est génial. Et ça me revient pourquoi je t'ai parlé de New York, c'est qu'à ce moment-là, du coup, avec mon client qui me motivait, je me suis dit, j'ai quand même m'accompagner d'un coach. Et c'est là que j'ai fait connaissance avec Benjamin, Ok. qui était lui déjà depuis un petit moment préparateur physique et qui m'a accompagné sur ma préparation pour aller faire New York. Ok, cool. Et à partir de ce jour-là, bah, il m'accompagnait aussi pour ma préparation pour les courses parce que je bossais aussi sur le physique à ce moment-là. Ouais. Et puis on bossait ensemble. Petit à petit, je lui ai donné des pilotes à accompagner. Et on bossait chez des potes qui sont kinés, ostéo. Donc ça permettait d'avoir une salle de sport. À l'époque, je voulais mettre un simulateur là-bas d'ailleurs pour bosser. Tu vois, j'avais une vague idée de bosser sur la technique avec simulateur. Ouais. Et puis Ce qui se faisait déjà pour le coup, hein, j'imagine. Ça se faisait pas beaucoup. Pas beaucoup, ok. Mais je me disais, tu vois, si on peut créer un endroit où il y en a et du simulateur et du physique, et pourquoi pas dans un bureau bosser un peu la tête, parce qu'à cette époque-là, j'étais déjà là-dessus, ça pourrait être sympa. Ouais. Donc ça, tu vois, c'est 2010-2012, donc c'était déjà il y a un petit moment. Et on a bossé comme ça un peu freestyle, tu vois, pendant 6-7 ans avec Benjamin. Et un jour, Benjamin me dit, bon, j'ai besoin d'avoir vraiment un endroit à moi. J'aimerais bien avoir un espace où je peux accompagner mes clients, avoir mes accessoires. Tu as vu, il a très peu d'accessoires, mais il a juste ce qu'il faut pour faire la perf. Exactement. Et faire plein d'exercices variés. Et donc un jour, il m'a un peu poussé. Il m'a dit, voilà, il faut vraiment un endroit. Est-ce que ça t'intéresserait pas de prendre un truc avec moi? Tu te mets un bureau avec un simulateur et puis voilà, on voit. Et en fait, j'y vais à ce moment-là vraiment par amitié et par le fait de l'expérience. Tu vas dire, bon, on va voir ce qui se passe. Ouais. Je me dis pas, ça va être le truc de fou et on va pouvoir avoir un outil extraordinaire. Et en fait, aujourd'hui, je l'ai très vite vu, hein, au bout de 6 mois d'activité. Quand j'ai vu les bénéfices de bosser et la tête et le physique et la technique, et derrière d'enchaîner entre les entraînements ici sur simulateur chaque semaine et de réenchaîner sur des journées circuits, des journées courses, t'as 2 pilotes différents, quoi. T'as celui qui s'entraîne et celui qui fait au talent ou au feeling, tu vois, c'est pas la même. J'imagine. Donc voilà, c'est de sa faute. On peut dire que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Donc vous avez créé ça il y a en 2018. Ouais, c'était 2018, il y a 2 ans. Ouais. Bientôt un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi. Ok. Ouais. Trop cool. Donc ça permet d'accompagner les pilotes. Alors au début, j'avais en tête de vraiment avoir que les pilotes qui étaient en activité course, les pros, les amateurs qui courent. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça donne aussi accès à des gens qui ont envie d'aller vers la compétition. Et j'ai des nouveaux clients que j'ai là depuis 1 an et demi déjà,
qui ont commencé avec des petites journées stage de pilotage, tu vois, sur le circuit de Mérignac, une demi-journée, une journée, puis ils ont pris goût, ils se sont mis à rêver pourquoi pas faire de la course un jour, et puis alterner comme ça des coachings sur circuit, simulateurs, et là on arrive à aller vraiment vers les premières courses d'endurance. Alors les dernières avec le fameux Coco, ça nous a empêché de faire exactement ce qu'on voulait faire, mais là ça y est, c'est du concret, on a validé les inscriptions et ça commence au mois d'août. Ok, cool. Donc pareil, un peu c'est leur schéma un peu que j'ai eu moi avec ma voiture radiocommandée. C'est qu'ils ont commencé par de la PlayStation il y a 2 ans, et puis là concrètement ils sont sur un circuit au mois d'août sur une grille de départ, quoi. C'est génial. C'est énorme. Donc c'est top. Ouais, l'accompagnement en plus de tout ça doit être génial à voir. C'est extra. Parce que c'est souvent des chefs d'entreprise et des gens qui arrivent à faire un parallèle entre le bénéfice qu'ils ont dans leur sport et du coup leur activité professionnelle, et se dire un peu comme pour le marathon, quoi. Si tu as envie d'y aller, vas-y, fais-le. Tu vois, si tu as envie de faire évoluer ta boîte et de la faire grossir, vas-y, tente des choses. Tu vas sûrement te planter, tu vas avoir des moments où ça sera difficile, tu vas perdre de l'argent, mais juste derrière, tu vas créer de la valeur et tu vas forcément monter. Et justement, ce parallèle entre les deux, toi, comment tu le vois avec toutes les personnes que tu as pu accompagner? Est-ce que tu as souvent je pose la question, mais j'imagine certains aspects qui ressortent régulièrement dans chaque personne. Parce que là, tu peux nous en parler aussi. Pour moi, l'élément phare, c'est il y a des basiques. Dans tous les sports, il y a des basiques. En pilotage, pour moi, le basique essentiel, c'est le regard. C'est en fait là où tu regardes, tu vas avoir ta trajectoire. Et pourquoi c'est un basique à travailler au quotidien? C'est qu'en fait, ton cerveau, naturellement, il est fait pour survivre. Il est pas fait pour être performant, pour aller vite, pour étudier tout ça. Il est juste fait pour te faire survivre. Donc, quand tu arrives sur un freinage un peu tardif, que tu arrives dans ton virage et qu'il y a un bac à gravier au mieux ou au pire un mur qui est juste là, je t'assure que le cerveau, il a envie de regarder le mur en se disant je veux pas y aller. Sauf que ça, c'est le meilleur moyen pour y aller, en fait. Parce qu'en vrai, quand tu regardes le mur à ce moment-là, tu peux très facilement t'imaginer que tu vas bloquer les roues, et le fait de bloquer les roues, tu contrôles plus ta voiture et tu vas aller te taper le mur que tu regardes. Alors que si tu as les yeux sur le point de corde, la bonne trajectoire, ton cerveau va assimiler les bons gestes à faire avec le bon feeling pour pouvoir passer par ce point-là. Et donc ça, le parallèle qu'il y a à faire avec l'entreprise et puis la vie de tous les jours, c'est que quand tu regardes tes objectifs et quand au quotidien tu visualises ce que tu as à faire, la vie elle est très différente que si naturellement tu te dis un tel il s'est planté, moi je vais me planter, ou ça marchera pas, ou ça c'est un peu chaud donc j'y vais pas parce qu'il y a des risques. Tu vois, la différence, le parallèle il est facile. Clairement. Et justement, tu as des tips, des conseils à donner, à mettre en place pour comment, en fait, j'ai envie de dire comment facilement visualiser, quoi. Tu parles pour le pilotage ou pour le... Non, de manière générale. Ouais, de manière enfin, tu peux donner pour les deux à la limite si tu veux, mais parce que moi je parle de temps en temps avec des personnes de justement visualisation et on en parle souvent dans le sport, enfin de plus en plus maintenant. Mais j'en parlais avec une amie l'autre jour et qui me disait mais visualise à fond. Enfin pour le coup c'était pour une interview, visualise à fond et ça va arriver quoi. Mais comment mettre ça en place et parce que pour le coup ça fonctionne. Bien sûr. Alors c'est marrant cette question parce que figure-toi que donc depuis 2015, je te dis, je travaille sur les neurosciences appliquées et je travaille principalement avec David Lefrançois qui est docteur en neurosciences et qui est un coach. Non, il est français. Il est français, il est français, mais c'est vrai qu'il travaille aussi au Québec, il travaille international. Il habite en Israël, mais il navigue un peu partout. Et une demi-heure avant que tu arrives, je l'avais au téléphone. Et ma question, parce que je voulais m'entretenir avec lui là-dessus, c'est que je lui ai dit, voilà, ça fait 20 ans que j'explique à mes pilotes qu'il faut qu'ils regardent au bon endroit. J'ai trouvé des petites astuces pour que, tu vois, on travaille avec un laser, tu vois, pour viser, etc. Ils comprennent le principe que le cerveau, il est en mode survie, donc il ne regarde pas forcément au bon endroit. Mais je l'ai eu au téléphone pour vraiment qu'il me donne son point de vue, niveau strictement, tu vois, cerveau, et quelle astuce on peut trouver. Donc c'est marrant que tu me poses cette question parce que je peux te répondre à cette question. Il y a une heure, tu n'aurais pas pu, mais là c'est bon. Enfin, il y a une heure, j'avais 2-3 notions, mais là, encore une fois, j'ai précisément ce qui a été étudié, tu vois, dans les labos avec le cerveau, avec des appareils qui permettent de mesurer l'impact que tu as sur ta pensée et le cerveau. Donc je peux te répondre maintenant et être affirmatif là-dessus. C'est que les deux astuces, les deux points forts, c'est la première chose, c'est que en fait, c'est ton corps qui va dicter à la tête ce qui se passe. C'est-à-dire que le stress que tu vas avoir dans une situation... Alors, le stress, c'est une situation normale qui arrive dans une situation anormale. Enfin, c'est une réaction normale qui arrive dans une situation normale. C'est tout à fait naturel chez tout le monde, le stress. Ce stress-là va te bloquer le corps
Et du coup, le corps qui est bloqué va dire au cerveau, attention les gars, il se passe un truc qui est pas normal et ça va être tendu là. Donc en fait, c'est le corps qui parle au cerveau et c'est pas l'inverse, tu vois. Ok. Donc la première astuce, c'est déjà de se détendre. En pilotage, tu vois, moi je demande à mes pilotes de détendre les épaules. Quand il y a un freinage qui arrive, ils arrivent à 220. Le freinage, il est là, ça freine, tu sais que ça freine à 100 mètres, sauf que je te jure, tu as envie de freiner à 200 mètres. Parce que tu dis à 100 mètres, jamais ça passe. Mais en fait, si tu as les épaules bien détendues, déjà, les choses, tu vois, tu sens que ton corps, il est moins stressé. Et si ton corps dit à ta tête que tu es moins stressé, c'est beaucoup plus simple derrière. Donc, le premier point sur les deux, c'est de se détendre. Donc, détendre un point précis, c'est intéressant parce que tu dis, par le cerveau, tu dis à ton corps, voilà, les épaules, détends-les. Même situation compliquée dans la vie de tous les jours. Voilà, baisse un peu les épaules plutôt que d'être crispé comme ça, baisse les épaules. Et deuxième chose, c'est la cohérence cardiaque, c'est la respiration. Et en fait, si tu arrives à respirer, cohérence cardiaque, pardon, c'est très simple, c'est plus difficile à dire qu'à faire, pour moi. C'est très simple, une manière basique, c'est inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, sans faire d'arrêt. Le fait de faire ça, tu te mets en cohérence corps-esprit, corps-cerveau. Et ça te permet d'être dans la meilleure des capacités. Tu vois. Donc si tu arrives à bien respirer, donc apporter l'oxygène au cerveau, c'est quand même important, et d'être détendu pour que ton corps dise à ta tête tout va bien, pour moi tu as fait 90% du boulot, quoi. En pilotage, c'est sûr. Et dans la vie de tous les jours, je pense que c'est vraiment ça. Si tu regardes une situation un peu compliquée, il n'y a pas 10 000 moyens. Soit tu es tétanisé, tu restes sur place, soit tu te barres en courant. Mais tu vois, tu n'as pas de situation où tu te poses, etc. Et tous les grands champions, on parlait avec lui d'arts martiaux parce qu'il en fait beaucoup et il a côtoyé des très grands coachs dans les arts martiaux. C'est aussi leur technique, tu vois, dans les situations très compliquées, tu détends, tu respires et en fait tu es en contrôle tout le temps, quoi. C'est ça qui est important. Donc visualisation, super, mais avant ça, il faut que le corps dise à la tête tout va bien et il faut que le cerveau ait la bonne oxygénation. Donc pour moi, c'est vraiment le tips qui va bien, quoi. Et qui aide dans beaucoup de situations. Très cool. Ici, on peut venir, comme tu le disais, si on veut se faire kiffer une journée ou une matinée, ou se faire accompagner à plus long terme, c'est ça ? Sûr. C'est vraiment les deux, quoi. Ça, je pensais pas que j'allais avoir justement une clientèle qui viendrait pour découvrir ça. Et j'ai aujourd'hui effectivement des gens qui ont même pas forcément une voiture de sport chez eux, mais qui aiment ça, qui ont fait peut-être un peu de console, de PlayStation, tu vois, mais même pas forcément, et qui ont envie de progresser. Et plutôt que d'acheter une voiture au hasard, d'aller sur un circuit et peut-être de se faire peur, et ils disent bon, je vais d'abord apprendre. Je vais commencer par le simulateur, pourquoi pas, parce que ça me permet de tenter des choses, et puis si ça crache, tu vois, ça coûte 0. Ça, c'est quand même un super avantage. C'est quand même pas mal. Et après, pour les plus motivés, et puis ceux qui ont bien sûr les moyens, parce que le sport auto coûte cher, d'alterner entre simulateur et vrai circuit. Mais il y en a certains qui font même que 2 journées par an, tu vois, sur circuit, et qui sont passionnés par ça, mais de par leur travail, ils peuvent pas faire plus, forcément. Mais ils gardent ce petit rythme-là. Je les vois 4-5 fois par an, tu vois, ici, et ils vont 2 fois sur le circuit. Et ils sont ravis, ils progressent, et je garde contact comme ça avec eux, c'est génial, quoi. Carrément. Quand ils sont sur circuit, t'es avec eux dans la voiture ? Pas forcément, non. Ils se font leur journée track day, et en fait, ils ont leur voiture, et ils se font 2 jours par an comme ça. Ça leur permet vraiment de s'éclater, de faire leur passion, mais de le faire avec méthode, si tu veux, parce que tu peux acheter une voiture, aller sur circuit, mais tu peux assez facilement comprendre que instinctivement tu vas pas faire les bons gestes. Tu vois, c'est comme n'importe quel sport. Si moi demain, j'aime beaucoup les chevaux, je trouve ça très noble, tu vois. Si je me loue un cheval et que je vais aller faire l'équitation, ça va être un carnage. Et je pense qu'au bout de 5 minutes, tu pars terre. Et je vais pas dépasser les 15 km/h parce que je vais avoir peur que le truc il aille plus vite que 15 km/h, tu vois. Mais j'ai la capacité d'aller faire du cheval, hein, pas de problème. Mais je pense qu'il vaut mieux se faire encadrer, tu vois, pour aller les basiques, quoi. C'est super important. Clairement. Et justement, le fait de coacher dans d'autres sports, ça t'a pas donné envie à un moment donné ? En fait, non, je suis tellement passionné de sport auto. Et en fait, j'ai tellement ce côté-là où j'apprends tous les jours en fait, avec mes pilotes. Ils m'apprennent énormément. Tu vois, j'ai des profils très différents. J'ai un jeune qui a 10 ans, Baptiste Carnéja, qui est sur Toulouse, qui fait partie des 5 meilleurs Français, qui peut être très honnêtement dans le haut du panier français. Pourquoi pas aller dans le monoplace et pourquoi pas un jour le voir en F1, tu vois, ça fait partie de l'âge où quand tu es dans les 5 Français comme ça en karting, tu peux espérer être plus haut. Donc il est dans ce schéma-là. Et j'ai mon fameux gentleman driver qui a aujourd'hui 72 ans, que j'ai depuis une dizaine d'années, tu vois. Génial.
qui est chef d'entreprise et qui lui se fait plaisir. Alors lui, son truc c'est le Nürburgring, tu vois, il voit que par le Nürburgring, le circuit le plus difficile au monde, qui fait 21 km. La Nordschleife fait 21 km. Il y a 73 virages. Le surnom de ce circuit, c'est l'enfer vert, pour te donner une idée. C'est hyper hostile. Souvent, tu as des conditions, soit pluie, soit par endroits mouillés, par endroits secs, donc c'est l'enfer. C'est pas compliqué. Il porte bien son nom. Ce qu'on dit là-bas, c'est qu'un pilote qui te dit je suis au maximum, je suis allé au plus vite, ou alors je peux pas aller plus vite là-bas, c'est que soit il ment, soit il s'est fait peur et puis il roule en dessous. Tu vois. Alors que d'autres circuits, tu peux dire voilà, je suis allé à fond, mais aller à fond là-bas, c'est je pense, impossible. Donc j'ai un panel de pilotes très différents et de tous, je retire des choses, tu vois, différentes. Donc c'est difficile pour moi de mon point de vue, je m'éparpillerais si jamais je partais dans le basket, dans le foot, dans le truc, parce que je pourrais pas voir autant mes pilotes qu'aujourd'hui. Ce que j'aime bien faire, par contre, c'est le parallèle entre voilà, aller plus loin possible dans ce sport-là et qui est quand même très pointu. Et puis quelqu'un qui est pas forcément même dans le sport, tu vois, un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est intéressé par un nouveau challenge. Et là, il y a plein de parallèles à faire et ça, c'est super intéressant. Ça m'intéresse. Mais partir à un autre sport aujourd'hui à 42 ans, je le sens moyen, tu vois. Je comprends. Et justement, ça, le côté accompagnement et coaching de personnes qui pilotent pas forcément, ça, tu le fais déjà ou tu as envie de le faire ou comment je le fais quand on me demande. Mais si tu veux, j'ai pas cette recherche-là. Encore une fois, ça me prend énormément de temps aujourd'hui, l'atelier de la performance, les coachings sur circuit, les compétitions. Je monte des programmes pour que mes pilotes puissent faire tu vois, de la compétition, donc ça me prend du temps. Et je me vois pas, encore une fois, m'éparpiller sur autre chose à chercher un secteur. Donc si j'ai la demande, bien sûr, je le ferai avec plaisir. Mais je vais pas chercher spécialement à développer ça, quoi. Ok, ça marche. Le Graal dans le sport automobile, c'est la F1. Ouais, on est d'accord. La voie royale, c'est ça, ouais. Ok. Et c'est quoi les autres qui... Enfin, parce que pour le coup, alors moi, j'y connais vraiment pas grand-chose. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que rapidos, tu peux nous expliquer un peu t'as la F1 qui est à the top. Et après, on est quoi? On est sur des rallyes ou je sais pas. Pour alors, le coup, il y a 5 championnats du monde qui existent en fait, dont la F1. Qui est le plus connu. Qui est le plus connu, ouais, exactement. Après, tu as le super tourisme, c'est ce que faisaient Yvan Muller et Sébastien Loeb. Tu as le GT, tu as le proto, les 24 heures du Mans, etc. Mais tu n'as pas de hiérarchie dans tout ça, si tu veux. C'est les championnats du monde, il n'y a pas bien ou moins bien, c'est juste des voies différentes. Ça marche. Donc c'est difficile de faire un classement de ça. Et après, tu as tous les autres championnats, championnats d'Europe. En gros, ça marche par région, tu vois. C'est monde, Europe, France, régional. Et après, il y a un truc qui est marrant en ce moment, qui cartonne, c'est la course sur simulateur, le e-racing. Et moi, je me sers aussi beaucoup de ça aujourd'hui parce qu'en fait, l'outil, là, on est connecté ici en fibre avec la terre entière. Donc là, tout à l'heure, après toi, j'ai un client qui vient, qui court en championnat de France. Et on va se mettre en ligne et on est face à la terre entière qui est au même moment, tu vois, sur la même catégorie. C'est génial. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que tu as ton chrono. Le premier, qui est un Chilien, il fait 1,40,0. Le tour vite, c'est 1,40,0. Toi, si tu es en 1,42,5, tu as 2 secondes et demie à aller chercher. Et il n'y a pas d'excuse de oui, mais non, mais machin, la piste, elle est trop comme ci, trop comme ça, ma voiture. Non, c'est sur cette piste-là, dans ces conditions-là, ça va 2 secondes et demie plus vite. Donc, on va bosser. On va faire du trailing. Il y a une course dans 1 heure en ligne face à ce mec-là et il va falloir se battre et puis faire en sorte de gratter. Génial. Et donc en une séance de 2h30, moi c'est ce que je fais ici en coaching, 2h30, tu fais l'entraînement, tu fais la course et tu as une situation, comme je te disais tout à l'heure en off, c'est une situation réelle, quoi. C'était la vraie course. Et si en visualisation ça marche d'indiquer à ton cerveau que en fait tu vas dans tel axe, tu vas préparer ça et ça, d'autant plus avec un simulateur entre les mains, si tu visualises et tu t'imagines que c'est la vraie vie, dans 1 mois, 6 mois, 10 ans, ton cerveau il aura en mémoire, comme je t'ai dit, en fait le cerveau ne fait pas la différence entre une situation imaginée toute pièce et une situation réellement vécue. Donc si en stock tu as ce souvenir-là au volant, tu l'auras de la même manière que si tu l'avais fait en vrai. Donc c'est extraordinaire au niveau de l'expérience. C'est clair. Donc pour répondre à ta question, le Graal, mais pour moi en fait chacun dans chaque voie a son Graal. C'est-à-dire que le pilote qui va faire du simulateur et qui va faire en sorte de, même s'il est 150e mondial et que son but c'est d'être 140e, tu vois, c'est son Graal à lui. Celui qui est en régional et qui a envie de gagner sa course le samedi après-midi, c'est son Graal à lui.
Et il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de bien ou pas bien, il n'y a pas de différence de niveau. C'est chacun en fonction de son contexte, chacun son défi personnel, quoi. Ouais, ok. Donc c'est ça qui est top. Carrément. Qu'est-ce qui t'anime dans tout ce que tu fais? Euh, Ce qui m'anime, c'est de transmettre. Ouais. C'est de... En fait, j'ai eu l'opportunité de croiser des tonnes de personnes super inspirantes dans ma vie. Et j'ai que 42 ans, donc j'espère que je suis pas encore à la moitié, tu vois. Et tous ces gens-là inspirants, en fait, quand je les ai croisés, que j'ai appliqué ce qu'ils ont pu me donner, ou je parle de pilote, je parle de préparation mentale, je parle de tout ça, ça m'a fait derrière passer un step énorme, gagner en bien-être, gagner en performance, en tout, quoi. Ouais. Et donc, si moi j'arrive à mon niveau, dans mon domaine, à donner des conseils, à accompagner des gens, c'est vraiment ce qui m'anime. Ouais. Carrément. J'aime bien cette idée de se retourner. Alors, c'est un peu glauque, hein, ce que je vais te dire, mais se retourner le jour de sa mort et dire: Ok, t'as fait quoi de ta vie, en fait? T'as mis des coupes sur une étagère. Ouais, d'accord, et t'en as fait quoi de ça? Ouais. Tu vois? Ouais. Mais si au lieu de ça, je me dis: bah, ok, t'as inspiré qui? T'as fait quoi? T'as permis quoi comme carrière et tout? T'as aidé même un petit grain de sable. T'as aidé quoi à un moment? Tu vois, à décoincer un truc, t'as inspiré quoi? Bah là, moi je serais le plus heureux, quoi. Ok. Ce sera top. Ouais. C'est ce qui donne du sens, pour moi aujourd'hui. Ok. Quoi. Ok, canon. Et enfin, est-ce que tu auras un conseil à donner à celles et ceux qui ont envie d'entreprendre d'une manière ou d'une autre pour le coup? Ouais, c'est d'y aller. C'est d'arrêter. J'aime bien un mantra qui dit fait vaut mieux que parfait. On est dans un monde où en fait on est sans arrêt en train de voir se comparer. On a internet, on a les trucs. On voit des gens qui réussissent. On a dit ouais, moi je vais pas tenter ça parce que lui il fait 5 millions de vues. Donc moi si je me mets en ligne et que je fais que 14 vues, je vais être ridicule, etc. On est sans arrêt en train de voir se comparer. Mais en fait en vrai ça bloque énormément de gens de se comparer. Et le fait de faire... et mon conseil c'est ça, vas-y mets-toi dedans. Tu vas te ramasser, tu vas te trébucher, mais tu vas apprendre de ça et puis tu vas revenir plus fort. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis si tu continues dans cette voie-là, dans un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, tu vas être hyper différent d'aujourd'hui. Tu vas exploser, quoi. Ouais. Et on a souvent tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans et de vouloir faire énorme là dans le mois qui vient ou dans l'année qui vient, tu vois. Et je pense que les choses, elles prennent du temps. Moi, je suis persuadé que depuis mes 3 ans où je suis en train de jouer avec mes voitures, mes majorettes, jusqu'à aujourd'hui, j'ai ce schéma-là en tête qui est que j'ai progressé tous les jours, tous les mois, tous les ans, tu vois. Il n'y a pas eu de... Il y a eu des steps, mais depuis tout petit, quand je fais glisser ma majorette, j'ai en tête de comprendre comment ça marche et de comment faire pour faire glisser une voiture, quoi. Comment faire pour la faire tourner. Ok, il faut mettre du frein, il faut mettre de la charge sur l'avant. Aujourd'hui, ça, je le connais par cœur, même si j'en apprends encore tous les jours, mais je le connais bien. Et pour moi, ça a été... j'ai 42 ans, donc ça fait 39 ans que pour moi, j'étudie le dossier, quoi. Ouais. Et je connais pas tout, j'en apprends tous les jours, donc ça veut dire que c'est long tout ça. C'est long, mais c'est passionnant parce que tu découvres sans arrêt des trucs. Je te dis, au niveau du cerveau, je suis convaincu qu'on va apprendre des choses encore de folie dans l'année qui vient, dans les 10 ans. C'est sans fin, quoi. On connaît tellement peu aujourd'hui le corps humain, il est extraordinaire. Et on en connaît très très peu. Donc pour moi, il n'y a pas de limite. Donc mon conseil, c'est ça, c'est vas-y, fonce. Ouais. Tu vas te ramasser, prépare-toi. Ça va être chaud. Ouais. On va te dire que ça marchera pas. On va te dire que ça va être difficile. Mais justement, puisque c'est difficile, vas-y, fonce. Et puis ça va être top, quoi. C'est comme ça que tu vas grandir. Très cool, parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne ou qu'on n'a pas abordé et tu te dis, ah, ce serait cool d'en parler? Écoute, on a parlé pas mal de trucs quand même. Ouais, carrément. On a vu pas mal de trucs. Ouais, il y a forcément des trucs que j'ai zappés, mais ouais, ces petites majorettes, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, quand justement, alors un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai progressé en coaching, etc. avec Yvan Muller, Sébastien Loeb, et je me retrouve en 2016 en championnat du monde avec un pilote. Et en fait, j'ai fait le tour du monde avec ce pilote-là, voilà, Argentine, Japon, Chine, enfin, folie, quoi. Ouais. L'année de folie, pareil, quand tu viens de ta majorette et que tu en es là, c'est un kiff énorme. Ouais. Et en fait, pendant cette saison-là, qui a été beaucoup, beaucoup de travail avec une seule personne, je me dis, voilà, en fait, en vrai, le sport, et peut-être la vie de manière générale, c'est une espèce de pyramide, où ceux qui bossent le plus, qui mettent le plus de moyens en jeu, etc., ils progressent, ils montent, mais tout en haut, là, il y a, dans chaque catégorie, il y a très peu de monde. Championnat que je faisais, il y avait 20 pilotes, 20 voitures.
Et tout ça faisait le tour de la Terre, tu vois, pour se battre entre eux. Ouais. Donc c'est à la fois génial et à la fois je me dis, j'en sais de plus en plus, j'ai de plus en plus de techniques. J'apprends moi de mon côté, je continuais de courir, tu vois, pour expérimenter les trucs, pour pouvoir derrière mieux guider, mieux accompagner mon pilote. Et plus j'ai de connaissances, moins j'ai de monde en face de moi. Et là, j'ai croisé un coach un jour qui m'a accompagné avec qui je discutais de ça. Et je lui disais, bah voilà, c'est cool, je bosse depuis 15 ans dans ce milieu-là. Internet, ça me fatigue un petit peu parce que c'est pas mon truc. Et en fait, il me dit, mais en fait, t'es un égoïste en fait. Et tu connais de plus en plus de trucs et tu veux pas le partager avec du monde, avec beaucoup de monde. Ouais. Et ça m'a vraiment fait mal, tu vois. Ouais. Je me suis dit, je suis pas égoïste quand même, tu vois. Ce qui me passionnait, c'était vraiment d'aller vers ça. Mais d'avoir que très peu de personnes en face de moi, c'était dommage, tu vois. Donc ce coach-là m'a vraiment mis un électrochoc. Et je me suis dit, ok, c'est super. Le haut niveau, j'adore. Je vais faire en sorte de le garder parce que c'est encore une fois un laboratoire. Ouais. Mais je vais aussi faire en sorte de rendre le truc le plus accessible possible. Okay. Donc j'ai monté un produit stage de pilotage. Il y a très peu d'écoles de pilotage aujourd'hui en France. Ouais. On fait beaucoup de 3 tours, 5 tours dans une belle voiture. Mais aujourd'hui, j'en ai fait un petit peu de ça il y a une dizaine d'années, mais les gens sont sortis frustrés en fait parce qu'ils commencent à peine à comprendre comment ça marche quand on leur dit merci, au revoir. Parce que c'est comme ça, c'est le produit. Hein. Et donc j'ai voulu monter cette école-là pour faire à minima une demi-journée de pilotage, voire une journée. Moi je conseille une journée parce que c'est le top. Pour vraiment apprendre à piloter une voiture. Et l'idée c'est de s'inspirer du haut niveau, de tout ce que j'ai appris jusque-là, pour faire une journée fais comme si tu étais un pilote. On va apprendre. Moi, ce que je vais t'apprendre, c'est à amener une voiture à 100%. Ouais. Je prends des voitures qui volontairement ne sont pas des foudres de guerre. Mais par contre, ce que je veux, c'est qu'en fin de journée, tu sois à bloc avec ta voiture. Et que tu sois en limite d'adhérence au freinage, à l'accélération. Ouais. Et que tu sois obligé de vraiment l'amener. Et que tu ne fasses pas semblant, quoi. Il faut vraiment, vraiment du pilotage, quoi. Ouais, et donc, ce produit-là, j'ai voulu le mettre en place. Ça fait 2 ans maintenant que je le fais. Et ça plaît beaucoup parce que ça permet... alors souvent, les gens sont passés par les 3 tours, 5 tours dans les belles autos. Et puis, ils arrivent là et puis ils sont contents de faire autre chose et d'apprendre. Et ils reviennent souvent 2 jours, 3 jours, tu vois, faire progresser. Et c'est souvent de là, d'ailleurs, qu'ils veulent acheter une voiture pour aller sur circuit. Okay. Mais au moins, ils ont des bases super intéressantes. Carrément. Donc ça, c'est des idées cadeaux qui sont top et qui plaisent vraiment beaucoup. Et donc la finalité du truc, c'est que cette fameuse petite majorette, je m'en sers justement, et quand la personne offre ça, souvent c'est des coffrets cadeaux, parce que c'est des cadeaux sympas. Moi je propose, j'ai un petit coffret cadeau en bois gravé, et à l'intérieur je mets une majorette justement dans la mousse. Okay. Et je mets toujours un petit mot à l'intérieur personnalisé, et c'est un clin d'œil en fait par rapport à mon parcours. Et le message c'est ok, je sais pas où tu en es aujourd'hui, mais ensemble on peut faire un petit bout de chemin. Tu vas progresser et puis tu vas te régaler, tu vas forcément te faire plaisir, hein, parce que tu vas progresser. Et puis quel que soit le niveau d'où tu partes, ça va être top, quoi. Ouais, c'est clair. Et on va arrêter de se comparer, on va surtout bosser et puis ça va avancer, quoi. Ça va être cool. Et se faire plaisir. Voilà, petit clin d'œil de cette majorette. Ouais, carrément. Je fais penser à mon grand-père à chaque fois que je l'ai, parce que ça faisait rigoler mes parents à chaque fois que j'arrivais avec mes 7 majorettes de la semaine de vacances. Et limite, ils râlaient parce que c'était une mauvaise habitude, quoi. J'avais une majorette tous les jours. C'était hyper... c'était n'importe quoi à l'époque. Mais de ça, j'ai gardé ça de mon grand-père. Ouais. Et donc, c'est cool. Ouais, carrément. Julien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Julien est un passionné qui a su forger son propre chemin, se donner les moyens d'atteindre ses objectifs et travailler dur pour apporter aujourd'hui un accompagnement complet aux pilotes qu'il coach. Si cet épisode vous a plu, eh bien je vous invite à le partager autour de vous et vous abonner depuis la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et surtout, d'ici là, échangez avec un maximum de monde et prenez soin de vous.